Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de géopolitique. Les coups d'État en Afrique, pour quelle finalité? L'Afrique vers une nouvelle trajectoire. Des coups d'État dits salvateurs font leur apparition sur le continent africain. Adoubé et protégé par les populations. Pour cette émission, je suis accompagné de M. Etoga, notre consultant maison que vous connaissez bien, également de M. Mohamedou, membre du comité permanent des immigrés de la ville de Serein. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir une fois de plus sur ce magnifique plateau, et c'est tout un honneur de venir partager mes idées avec l'ensemble de vos téléspectateurs. Monsieur Mohamedou, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer sur la situation sociopolitique en Afrique. Merci. Monsieur Etoga, pourquoi un coup d'État au Gabon? Est-ce que les résultats des élections présidentielles ont précipité le ras-le-bol? Je dois d'abord préciser que je ne pense pas que la volonté des oligarques gabonais était l'organisation des élections. Parce qu'au regard des discours dithyrambiques que tenait le professeur Ondosa, on voit bien qu'il y avait une trajectoire qui pointait vers un changement de régime coûte que vaille. Et donc, que cela se passait à l'issue des élections, que cela se passait par une révolution qu'on qualifie aujourd'hui de palais, il fallait un changement. Mais rendu aujourd'hui, est-ce que les élections au Gabon pointait un changement de régime de président Ali Bongo? Je pense que c'était quelque peu évident. Mais est-ce que ça viendrait de l'armée? Moi, je doutais un peu fort, parce que je ne voyais pas l'armée gabonaise s'immiscer aussi profondément dans l'organisation des élections au point de remplacer l'organe qui doit déclarer vainqueur un quelconque candidat. Parce qu'aujourd'hui, elle était en même temps électeur et en même temps observateur des élections, en même temps celui qui décide qui a gagné les élections ou pas, parce qu'elle s'arroge le droit de décider en quoi est-ce que les élections aujourd'hui au Gabon ont été l'apanage d'un folklore en termes d'organisation, en termes de corruption, en termes de filouterie au niveau des bulletins de vote. Et donc, ils disent qu'ils ont pris leurs responsabilités et ils ont renversé le régime. Et renverser le régime, c'est renverser le pouvoir en place. Qui dit aussi renverser le pouvoir en place, c'est apporter un changement. Maintenant, est-ce qu'il y a changement? Les analystes disent que c'est juste un coup d'état de palais. Parce qu'on estime que le général Oligui Nguema est dans les bonnes faveurs de la famille Bongo depuis fort longtemps, et donc ce n'est qu'une continuité, non pas en termes idéologiques, mais dans la matrice qu'il a formatée. Je pense qu'il a les éléments qui vont continuer la politique de la gestion du pouvoir par la famille Bongo. Monsieur Mohamedou, le coup d'État au Gabon, est-ce qu'il s'agit d'un ras-le-bol finalement des populations? Moi, je veux dire, ce n'est pas un ras-le-bol de la population. C'est vraiment un arrangement au niveau du palais présidentiel. Parce que quand les gens ont pris le coup d'État au Gabon, tout le monde disait, voilà, enfin, il va y avoir un changement. Mais après quelques jours, on a compris que ce n'est que la même famille qui continue à garder le pouvoir. Parce qu'il paraît que c'est un cousin d'Ali Bongo. Un cousin très très proche, et c'est quelqu'un qui fait partie du système de la famille Bongo. Donc pour moi, ce n'est pas un coup d'État pour le peuple, pour apporter un changement. C'est juste un truc qu'on a fabriqué, juste changer de tête, parce que le nom de la famille Bongo est là depuis plus de 50 ans. Et ils ne veulent pas partir, parce que si c'est l'opposant qui a gagné les élections, là on va parler du changement. Un vrai changement pour le peuple. Mais vous avez vu comment les choses se sont précipitées. Et même l'opposant l'a dit, ce n'est pas ce qu'ils attendaient.
ils ont compris que c'est un arrangement du palais. Donc, le coup d'État du Gabon, c'est juste le nom coup d'État. Mais franchement, ce n'est pas pour apporter un changement. Selon Jean Ping, l'ex-candidat à la présidence de la République, la France est derrière ce coup d'État qui a évincé Ali Bongo. Selon Jean Ping, le président français avait demandé à Ali Bongo de faire du Gabon plus grande base pour combattre le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Un refus d'Ali Bongo sorti d'un appel à l'aide codé qu'on a vu à la télé. Ali Bongo a donné un appel à l'aide codé en anglais. Est-ce que la France veut installer un Bongo bis finalement au Gabon? Mais je dirais que c'est dans la continuité idéologique de l'exercice du pouvoir de la France en Afrique, l'organisation des coups d'État, renverser les dirigeants qui essayent au jour le jour de tenir tête à sa domination sur le continent africain. Ce n'est pas pour dire ici que le président Ali Bongo tenait déjà tête à la France, mais si on regarde son insertion dans le concert du Commonwealth, on peut dire qu'il commençait déjà à diversifier les partenariats qui pourraient tenir tête au sein du Gombo, au sein du Gabon, à la domination française au niveau simplement du Gabon. Maintenant, make noise, quand il demande à faire du bruit pour le ramener au pouvoir et à respecter l'ordre constitutionnel, c'est un arrangement, c'est juste un arrangement. Il se sent flouté, il se sent abusé par un pouvoir qu'il a encadré et hébergé depuis fort longtemps. Et donc la France ici, il faut rappeler historiquement qu'elle est à l'origine de l'organisation des coups d'État sur le continent africain. Ceci à la faveur de ses intérêts et à la défaveur des intérêts africains. Quand Sévalu Sonempio demandait à sortir du franc CFA, c'est le coup d'État français qui l'a évincé, assassiné. Quand Thomas Sankara disait la dette, qu'on a quoi foutre de la dette, on ne va pas payer la dette. Qu'est-ce qu'on a fait? Mitterrand, qui s'est fait humilier devant le petit nègre. Qu'est-ce qu'on a fait? La France a mené le coup d'État par le Blaise Compaoré, le Lumumba qui est derrière tout ça. Donc la France a une culture de coup d'État sur le continent africain. Et donc l'analyse de Jean Ping ne peut que conforter cette culture historique que traîne la France sur le continent africain en termes d'organisation des coups d'État. Ma foi, Jean Ping à ce niveau, lui-même il a tenté un coup d'État, mais la France ne l'a pas suivi parce qu'il ne garantissait pas à 100% les intérêts qu'elle voudrait avoir sur le Gabon. Et donc il a été un peu en ambiguïté dans l'exercice du pouvoir. Il a été un président bis, c'est-à-dire qu'il y a le président Ali Bongo qui est là et lui il est président en parallèle, mais sauf qu'il n'a pas les prérogatives que confère la constitution gabonaise pour exercer véritablement le pouvoir. Et donc aujourd'hui Ali Bongo qui dit make noise pour le restituer dans son droit constitutionnel, je pense qu'il s'est mépris de considérer que la France est son véritable ami. Il s'est mépris de considérer que parce qu'il est en affinité avec une ressortissante française, il peut faire confiance à ce pays-là ou bien alors aux dirigeants de ce pays-là, parce que vous avez souvenance de cette petite situation loquace pendant le défilé où sa belle dame était en train de causer plutôt avec un militaire qui donnait conseil. Il a demandé, mais tu as vu ça dans quel pays, tu as vu ça dans quel monde? Il suffit de regarder la vidéo pour voir comment il s'offusquait de la situation et donc il avait perdu la gestion du pouvoir. Et c'est à se demander si la France, à travers cela, observait déjà que Ali Bongo voulait se démarquer, voulait laisser un pays non pas au regard de son handicap physique, mais un pays debout qui aspire à un développement avec l'appel de plusieurs partenaires sur le territoire gabonais. Ils ne sont que 2 millions. Et donc, il a la latitude avec le sous-sol riche de ce pays-là de développer ce continent-là sans toutefois redevoir quelque chose à la France. Et donc l'organisation des coups d'État est un élément essentiel pour la France de se repositionner au regard du fait qu'elle est en train de perdre pied sur l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Et donc il faut conforter ses positions, ne fût-ce qu'en Afrique centrale, pour poursuivre sa culture de domination et imposer, n'est-ce pas, ce qu'elle sait bien faire. Vous avez les ambassadeurs sur le continent africain qui sont devenus non plus des diplomates formés, mais des généraux
des généraux d'armée qui viennent pour conforter le renseignement et conforter les coups comme on a celui du Gabon aujourd'hui. Monsieur Mamadou, Oui. Jean Ping dit que la France a demandé à Ali Bongo de faire du Gabon la plus grande base pour attaquer le Burkina, le Mali et le Niger. Je peux dire oui, Jean Ping a raison de donner son avis sur ce qui s'est passé dans son pays, au Gabon. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, la France est en train de perdre du terrain au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le Sahel. Parce que les 3 coups d'État qui se sont passés au Niger, au Mali et au Burkina, c'est des coups d'État de révolution, c'est des coups d'État qui veulent apporter un changement. Tandis qu'au niveau du Gabon, il y a eu un coup d'État, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'ici, vous avez vu, les intérêts de la France ne sont pas menacés. Au contraire, le lendemain du coup d'État, le général, il a reçu l'ambassadeur de la France. C'est pour dire que ce que Jean Ping a dit, il a parfaitement raison. Le coup d'État du Gabon, tout le monde a vu comment les choses se sont passées. C'est vraiment un arrangement. Nous espérons voir changer les choses. Comme le président l'a dit, le militaire, le général, il a dit, il lui a apporté un changement. Nous espérons voir. Mais moi, je me dis, la base est déjà faussée. Et le Gabon, c'est comme un département de la France. Parce que la recherche du Gabon, c'est les Français qui ont fait un même base là-dessus. Toutes les grandes sociétés au Gabon, quand vous regardez, c'est les Français. Et ils ont une base militaire là-bas. On les a chassés au Burkina, on les a chassés au Mali. Aujourd'hui, au Niger, on les demande de partir. Donc, ils ont le choix que de partir. Envoyer une partie au Gabon ou envoyer une partie au Tchad. Parce qu'au Tchad aussi, ils ont une base là-bas. Donc, pour nous, nous considérons que le coup d'État du Gabon, c'est vraiment un arrangement. Est-ce que tous ces coups d'État montrent que l'Afrique est en voie de changement? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres coups d'État avec ces leitmotivs mettre fin à la France-Afrique? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la génération consciente en Afrique. Vraiment, le panafricain qu'on dit, c'est pas seulement dans un pays, c'est partout en Afrique. C'est vraiment une génération qui a compris le système et qui veut changer le système. Je vous prends l'exemple du Niger qui est mon pays. Vous savez très bien que le Niger est l'un des pays qui produit de l'uranium. Mais comment on peut imaginer depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Niger n'a pas son autonomie énergétique. Comment on peut imaginer en Europe, c'est avec l'uranium du Niger qu'on fait de l'électricité. La France vend partout, elle fait des centrales nucléaires, elle fait de l'électricité partout. Alors que le Niger, où on prend l'électricité, nous sommes dépendants du Nigeria. C'est le Nigeria qui nous donne l'électricité. Maintenant, avec les embargos de la CEDEAO, ils ont coupé l'électricité au Niger. Heureusement, il y a une centrale de panneaux solaires qu'ils ont fait. Il y a une autre centrale qu'ils ont fait et il y a le barrage de Kandaji qui va être bientôt opérationnel. Heureusement que le Niger a ça. Sinon, le Niger allait se retrouver dans le noir total. Et comment on peut imaginer ça? C'est tous ces détails-là et plus autre chose qui a fait qu'aujourd'hui la génération en a marre. Les gens ont compris que non. On nous a donné les indépendances, mais vraiment c'est sur les papiers. Mais sur le terrain, la réalité, on continue à nous manipuler, à nous piller. Nos terres en Afrique, Dieu nous a donné un continent riche de toutes les matières qu'on cherche, mais on est le continent le plus pauvre. Ça n'a même pas de sens. Comment on peut expliquer ça? Parce que tout simplement, on a mis un système qui est là, qui ne fait que piller les Africains. Et voilà aujourd'hui pourquoi les coups d'État sont soutenus par le peuple. Parce que les gens pensent que les politiciens, la majorité, pour ne pas dire la totalité, les politiciens là sont des pourris. Quand ils viennent, ils ne pensent qu'à leur petit confort, et le reste ils s'en foutent. Avant-hier, le Premier ministre du Niger a fait sa conférence de presse, mais il a expliqué
5200 milliards de crédits que le pouvoir dessus a pris. 5200 milliards de crédits. Alors qu'il y a des Nigériens qui meurent de faim, alors qu'il y a l'insécurité. Mais tout cet argent-là est parti où? Justement, est-ce que ces coups d'État montrent qu'il y a un changement? Oui, au Niger, en tout cas au Niger, et je le vois au Mali et au Burkina, il y a un changement. Parce que les gens, ils ont apporté leur soutien aux militaires. Et les militaires ont intérêt à bien travailler. Parce que sinon, le peuple ne va pas le faire cadeau. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point au Niger où il n'y a pas de retour en arrière. Et le cordon est coupé avec la France. Parce que maintenant, j'ai appris hier ou avant-hier, ils ont pris contact avec les militaires, ils commencent à négocier pour voir comment ils vont évacuer leurs militaires. En tout cas, je ne sais pas dans les autres pays d'Afrique, mais au Niger, le cordon est coupé avec la France. On y reviendra. Oui. Monsieur Etoga, est-ce que tous ces coups d'État, finalement, montrent que l'Afrique est en voie de changement? Oui, vous avez souvenance de la dénomination qu'on a accordée à cette émission de géopolitique, qui contrôlera l'Afrique. Et quand on convoque ce questionnement-là et on prend en considération l'analyse que vient de faire mon confrère sur le plateau, vous convenez avec moi que l'Africain veut contrôler l'Afrique. Et dans ce cas-là, prenant en considération les éléments observables que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, on voit bien à ce moment-là que les horizons sont tracés, dans le sens que c'est l'Africain qui donne, n'est-ce pas, ses aspirations au monde, où est-ce qu'il voudrait aller. Quand on voit le capitaine Ibrahim Traoré arriver à Moscou, à Saint-Pétersbourg, affirmer devant ses pairs que vous avez été dans un laxisme par le passé qui a empêtré le continent africain dans une situation de valeur, et nous on n'aimerait plus voir ça. Nos parents, ils ont vécu comme ça, on a vécu l'esclavagisme, on a vécu le colonialisme, le néocolonialisme, c'est encore nous. Aujourd'hui, nous avons des militaires aguerris et nous pouvons construire des mécanismes de révolution en termes d'apport d'émancipation de la population et de renforcer le développement pour satisfaire aux besoins de ces populations-là. Et donc, ils essayent à travers, je ne qualifierais pas ça de coup d'État parce que c'est un mot qui me semble un peu trop péjoratif. Quand on prend le général de Gaulle, on ne parle pas du général de Gaulle en termes du coup d'État qu'il a fait, mais en termes des apports, en termes de structure, du management étatique qu'il a apporté au niveau de la Ve République. Vous allez toujours entendre Ve République, on parle du général de Gaulle. Et non, si au niveau Mali, au Niger, au Burkina Faso, les militaires qui destinent aux destinées de ces peuples-là apportent quelque chose de mélioratif pour les populations, on ne peut que saluer, parce qu'ils ont pris conscience et ils aident la population à prendre conscience de ce que demain sera fait, en ce sens que la France est une pieuvre qu'il faut chasser. Ça a été clairement défini en Afrique, que la France est une pieuvre qu'il faut chasser. Et pourquoi c'est une pieuvre? Parce qu'elle a défini un système sur le continent africain qui voudrait que c'est les oligarques qui consomment, le peuple consomme juste les bribes de ce qu'on pourrait qualifier dans le film de Kintan Kunte, que prend juste la nourriture, c'est juste pour avoir un peu d'énergie pour continuer à aller travailler. Donc on est dans la continuation de l'esclavagisme avec la France. Et donc, ma foi, si les militaires ont pris conscience de ce que la liberté est quelque chose qui s'arrache, et le coup d'État, s'il faut considérer cela comme coup d'État, le coup d'État c'est une liberté pour le continent africain. Mais le général Brice Oligui s'accorde le fait de dire qu'il est le changement. Il demande aux Gabonais de construire un nouveau Gabon. Et est-ce qu'il démontre par cette mesure que c'est une opération spéciale? Je pense que je vais vous décevoir de constater avec moi que le langage que tient ce général n'est pas militaire. Il est fondamentalement politique. Et donc, s'il s'invite dans le débat politique, il aurait fallu, ma foi, qu'il déposât
sa candidature candidater au poste de président de la République au lieu d'attendre une forfaiture comme ce qu'il a fait au niveau du Gabon pour nous servir ce discours politique qui se voudrait révolutionnaire à l'image de ce qui se fait au Niger, au Burkina Faso ou au Mali aujourd'hui. Regardez le discours que tient Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, je m'excuse, quand ils ont renversé le président d'alors. Il tient un discours de révolution qui est en accointance avec les aspirations que porte la population. Regardez ce qui se fait avec Ibrahim Traoré. Il porte un discours qui est en accord avec ce que veut la population. C'est à se demander si l'ensemble de la population africaine se sent aujourd'hui panafricaniste, à savoir qu'on revendique une liberté non pas uniquement pour l'Africain, mais pour l'humanité. Et ma foi, à ce moment-là, revenons au Gabon, vous convenez avec moi que ce gars, il tient un discours pour conforter les positions de soi-disant la communauté internationale sur un pays qui n'est pas libre fondamentalement. Quand il n'évoque même pas le franc CFA, je veux même pas aller loin, il n'évoque même pas le franc CFA. Il se susurre que au niveau des Amériques, il a des grosses fortunes là-bas et donc peut-être il est en train de conforter comment est-ce qu'il doit garantir sa sortie de ces biens qu'il est en train d'encaisser au niveau du Gabon. Donc je crois que c'est un bon pion pour continuer à piller l'Afrique et donc ma foi il n'est pas un général, il est juste un homme politique qui a raté sa vocation. Est-ce que le général Brice Oligui Mamadou marque vraiment ce changement, ce nouveau Gabon? Dans son discours il le dit. Mais quand on constate, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout parce que il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Mais vous avez vu les sanctions qu'on a mises sur le Mali, le Burkina et le Niger. Il n'y a rien comme sanctions sur le Gabon. Ce qui veut dire, comme lui-même il l'a dit, pour combattre un système, il faut être dans le système. Il fait partie du système de la famille Bongo. Donc c'est juste, on a bougé un pignon, on a mis un autre pignon. Parce que quand il est arrivé, oui, les déclarations de condamnation de principe, les gens ont fait, il n'y a pas de sanctions. L'Union africaine qui va en guerre pour aller au Niger faire la guerre, ils ont fait quoi, une condamnation de principe. La France, ils ont condamné, ils ont dit qu'ils vont prendre le temps d'observer, rien du tout. Donc c'est pour vous dire que le gars là ne peut pas apporter un changement au Gabon. Il ne peut pas apporter parce que déjà il fait partie du système. C'est juste on a changé la tête d'Ali Bongo, on a mis un autre qui va continuer à contribuer à piller l'Afrique. C'est comme ça que je vois les choses. Selon vos analyses, pour qui roule finalement Oligui Nguema? Est-ce que Brice Oligui Nguema changera la trajectoire du plan politique de ses soutiens internationaux finalement après? C'est trop tôt pour le dire, parce que pour le moment, on ne fait que l'observer et attendre de voir, parce que l'histoire est là pour juger les hommes. Aujourd'hui, il est arrivé, il veut, dans son discours, apporter un changement. On verra. On met la pression sur les autres pays pour qu'ils reviennent rapidement, pour mettre de l'ordre dans le pays, pour remettre le pouvoir aux civils. On verra son programme, on verra la durée de la transition qu'il va fixer, on verra. Mais c'est que sûr, moi, de mon humble avis, je ne pense pas qu'il va apporter un changement au Gabon. Je ne pense pas. Je peux me tromper, mais selon le premier signal qu'il a donné, déjà, la partie de l'opposition du Gabon ne sont pas du tout convaincus de ce qui s'est passé. Quand vous prenez au Niger, c'est tout le monde qui est derrière l'armée. C'est tout le monde, sauf le parti qui a le pouvoir. Mais c'est tout le monde, les partis politiques, l'opposition, les associations, la société civile. C'est tout le monde qui est derrière. Mais ici, déjà au Gabon, on voit que l'opposition n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire-là. Mais nous espérons
vraiment qu'il y ait un changement au Gabon, qu'il y ait cette vent de révolution qui est maintenant un peu en Afrique, un peu partout, que ça soit aussi la même vision chez lui qu'il apporte un changement au Gabon. Nous l'espérons. Selon vos analyses, M. Etoga, on constate que c'est contradictoire. Et pour qui roule finalement le général Oligui Nguema? À première vue, et de ce qu'il nous projette comme perception, on peut affirmer mordicus que c'est la France. Quand il dit qu'il va garantir les intérêts de la communauté internationale sur le Gabon, quel est le pays qui a encore une grande influence sur le Gabon en termes d'intérêt? C'est la France. Une grosse base militaire, sans compter la gestion des minerais, sans compter le franc CFA. Il a reçu l'ambassadeur français. Je ne sais pas s'il a reçu d'autres corps diplomatiques et dont la communauté internationale se résume à la France. Et ma foi, la perception qui renvoie tout simplement à travers les images qu'il pose dans son déploiement ou alors dans le déploiement de ses idéaux politiques dans le Gabon ne peut que montrer qu'il roule pour la France. J'ai envie de dire, je peux me tromper, mais ce qu'il me présente me permet de déclarer qu'il ne roule pas pour le Gabon, il roule pour la France. Et considérant aussi le fait qu'il est en amitié intime, comme le président Macron aurait voulu que les pays africains construisent non plus une amitié, mais que cette amitié devienne intime, c'est-à-dire en termes de force militaire. Et donc peut-être qu'il prend le pouvoir au Gabon pour consolider cette amitié intime que le président Macron voudrait pour les relations entre les différentes forces militaires sur le continent africain dans le développement d'une nouvelle stratégie de défense au niveau du Gabon. Et donc le président Oligui Nguema qui a prêté serment, je pense, lundi, je pense que le professeur Ondo Osa, comme Oligui, ils roulent tous pour la France. C'est juste que les Gabonais sont euphoriques de ce que la famille Bongo n'est plus au pouvoir, mais elle est restée au pouvoir, quoi. Mais ce peuple est en train d'être joyeux, en train de s'exalter, mais est-ce que le peuple poussera le général Oligui à changer de trajectoire finalement? Vous savez, c'est quelque chose que le peuple ne s'attendait pas du tout. Parce que pour eux, c'est Ali Bongo qui va continuer à régner sur le pays. Et ça les a surpris. À peine on a donné les résultats des élections. D'après les gens, 5 ou 10 minutes après, c'est le coup d'État. Donc ça a surpris tout le monde. Ça a surpris les Gabonais eux-mêmes, ça a surpris le monde entier. Donc pour eux, la famille Bongo est au pouvoir depuis 55 ans. Donc pour eux, le fait qu'on dise qu'il y a eu un coup d'État, pour eux, on a tourné la page de la famille Bongo. Donc rien que pour ça, beaucoup vont sortir pour applaudir, pour crier leur joie. Mais c'est avec le temps, ils vont comprendre que c'est le même système qui continue. Donc il ne changera pas. Oui, c'est le même système. Puisque Ali, tout le monde a vu son état de santé. Tout le monde a vu qu'il n'est pas dans un bon état de santé de diriger un pays. Donc il faut avoir quelqu'un qui va faire le même job qu'Ali. Donc c'est juste ça, j'appelle la révolution du palais. On a mis Ali à la retraite et lui il continue le système. Et comme mon frère l'a dit, dans ses déclarations il dit qu'il va protéger les intérêts de la communauté internationale. Les intérêts de la communauté internationale, c'est la France. Mais plus d'un mois du coup d'État au Niger, vous y revenez. Quelle est la situation actuellement au Niger? En tout cas, par hasard, le coup d'État m'a trouvé au Niger. Je vous assure, ce que je vis de mes propres yeux, parce que j'ai même participé pour voir de mes propres yeux, c'est de jamais vu au Niger qu'un coup d'État arrive et que le peuple sort pour soutenir le coup d'État. C'est de jamais vu au Niger. Le Niger, c'est un pays où il y a eu plusieurs coups d'État. Mais ce coup d'État, ce dernier coup d'État-là qu'il y a eu,
mais c'est rentré dans l'histoire, dans l'annale de l'histoire du Niger, parce qu'il n'y a jamais eu un coup d'État qui a été applaudi, qui a été accueilli, qui a été même attendu. Parce que les gens attendaient même qu'il y ait un coup d'État, tellement qu'ils sont fatigués de ce pouvoir-là. Au point que vous avez vu ce qui se passe au Niger, presque les manifestations se suivent, presque tous les jours. Et dans tous les pays, tous les jours, il y a des déclarations de soutien. Dans tous les pays, parce que certains disent que c'est juste au niveau de Niamey. Mais moi, j'étais au pays et je vis comment les gens se sont donnés à fond. C'est pour ça que je vous ai dit, le cordon est coupé. Et les militaires sont obligés de garder le cap. Ils sont obligés d'apporter ce changement-là. Parce qu'aujourd'hui, la moindre faille, ben, le peuple va se retourner contre eux. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'apporter du changement. Donc, ils sont obligés. Donc, c'est pour ça au Niger aujourd'hui, les gens sont prêts, même s'il faut aller à la guerre avec la CEDEAO, les gens sont déterminés pour faire la guerre avec la CEDEAO. Mais le pouvoir du Bazoum, là, c'est fini, c'est fini. Pour vous dire la détermination des Nigériens aujourd'hui, là où ils sont arrivés, les gens sont prêts, les embargos qu'on a mis. Mais je vous assure, les gens, mais il y a un élan de solidarité dans le pays qu'on ne peut même pas l'imaginer. Les gens sont prêts pour la guerre. S'il faut faire la guerre, la dernière guerre pour être libre, les gens sont prêts pour le faire. Au point que les gens en ont marre de ce système-là. M. Toga, le Niger reste sous la menace d'une intervention de la CEDEAO. Est-ce qu'il y aura une intervention finalement de la CEDEAO? Non, c'est des rigolos. C'est des rigolos ces gens. Il n'y aura rien du tout. Et la simple activité stratégique qu'a menée les trois pays que constituent le Niger, le Burkina Faso et le Mali en termes de coalition des forces affaiblit considérablement cette CEDEAO-là. Bien que le président Ouattara considère que la CEDEAO doit donner prédestiné aux destinées de quelques nations que ce soit parce qu'ils font partie d'une quelconque CEDEAO. Mais quand dans cette même CEDEAO-là, les terroristes prennent le pouvoir, la CEDEAO n'a pas d'armée pour envoyer. Aller conforter les populations qui souffrent, aller libérer les populations qui souffrent. Mais aujourd'hui, que les militaires prennent conscience de ce qu'ils ont reçu une formation payée par le contribuable pour assurer leur sécurité, ils prennent conscience de ça et ils vont à l'action. La CEDEAO vient dire non. Ce n'est pas votre mission là-bas, il faut retour à l'ordre constitutionnel. Comme si l'ordre constitutionnel, c'est de dire aux terroristes, venez prendre le pouvoir. Moi je me dis, la CEDEAO est en train de... Même pas qu'elle est en train, elle a perdu la face. Et je crois qu'elle sera disloquée parce que la trajectoire qu'a pris les différents pays, Mali, Niger et Burkina Faso, je pense que c'est en déphasage avec les horizons que la CEDEAO voudrait pour cet espace géographique-là, c'est-à-dire la libération totale du joug colonial. Mais la CEDEAO, c'est une construction française pour continuer sa domination dans cet espace géographique-là à travers les mécanismes du franc CFA. Si on prend juste le système monétaire, le franc CFA, elle veut ramener le Nigeria sur l'usage du franc CFA, la création de l'éco avec Ouattara. Vous avez tout cet imbroglio-là. On voit tout ça, mais aujourd'hui, si le Mali, le Niger et le Burkina Faso coalition militaire et nous montre à l'horizon là qu'ils ont l'ambition de lancer une monnaie, mais c'est du pain béni. C'est du pain béni pour cet espace géographique-là. Et donc, la France, derrière sa CEDEAO-là, ils ont perdu la face. Et je pense que s'ils ne se ravisent pas, la CEDEAO va se disloquer pour la création de deux entités maintenant qui s'opposent, pour maintenant conforter les populations qui portent à cœur la libération. Soit vous voulez la libération, vous supportez les pays qui supportent la libération, soit vous voulez la domination de l'Occident sur votre propre territoire, vous soutenez la CEDEAO de maintenant. Monsieur Mamadou, est-ce que les populations ont peur de la réaction ou des menaces de la CEDEAO? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je suis de retour, ça fait quoi, une dizaine de jours, je suis de retour. Et je vous assure, les gens n'ont pas peur.
Ils n'ont pas peur, je vous ai dit. Ils sont prêts, s'il faut faire la guerre pour être libres, définitivement, ils sont prêts à le faire. Et les gens ont compris, bah, c'est du bluff. Quand le Niger est menacé par les terroristes, par les djihadistes, on tuait les gens dans le Sahel, entre les 3 frontières, Mali, Burkina. Mais où était la CEDEAO? Pourquoi à ce moment la CEDEAO n'a pas aidé? Parce que c'est sur les papiers, la CEDEAO, ils ont ceci, ils ont cela, mais c'est sur les papiers. Mais dans la réalité, ce n'est pas possible. Parce que quand vous prenez même au sein les pays, les 13 ou 14 pays qui composent la CEDEAO, ben, il y a 3 ou 4 seulement qui sont partants pour la guerre. Ben, on ne parle pas des autres qui sont contre. Ils n'ont pas la majorité dans la CEDEAO, ceux qui veulent faire la guerre. Mais on ne parle pas d'eux, on parle seulement de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria et du Bénin. Mais les autres, on dit non. Et ils sont pour le dialogue, ils sont pour résoudre le problème par la voie diplomatique et non par la violence. Et surtout là où encore ça ne va jamais se faire, même le peuple de ces pays-là sont contre la guerre. Vous prenez le Nigeria et le Niger, il y a presque 1000 km de frontières. Et les gens ont des parents de par de 2 frontières. Ouais, un peu, mais ce n'est pas ces gens-là qui vont se faire la guerre. La partie nord du Nigeria, ben, on a vu manifester, on a vu tous les chefs religieux, là, tous les grands marabouts sont venus au Niger pour apporter leur soutien. Donc il dit que si le Nigeria s'engage sur cette voie de guerre, d'abord ils vont commencer la guerre au Nigeria. Il faut que d'abord l'armée du Nigeria finisse avec eux avant de traverser les frontières. Vous voyez un peu ce que ça va créer comme désordre dans la zone. Et dit quand vous prenez du côté du Bénin, c'est pareil. On a une frontière avec le Bénin. Donc, les gens, c'est les mêmes familles. C'est seulement avec l'arrivée des colons on a tracé les frontières. Mais sinon, c'est le même peuple. L'ambassadeur français au Niger a émis une fin de non-recevoir à la junte militaire. Est-ce que c'est une rupture diplomatique entre Paris et le Niger? Oui. Moi, quand il y a eu le coup d'État, quand je vis Macron, la réaction du Macron, dès qu'il a fait dès qu'il a réagi, sa façon de réagir, j'ai dit aux gens qui étaient à côté de moi, le monsieur là vient de couper le cordon avec le Niger. Parce que il y a eu coup d'État au Niger, le lendemain il a convoqué un conseil de sécurité. C'est comme si le Niger était un département de la France. Donc il y a un problème dans une région de la France, il faut se réunir pour voir comment résoudre le problème. Donc c'est comme ça qu'il a pris le Niger. Ouais, un peu. Moi dès que j'ai vu sa déclaration, j'ai dit c'est fini. Lui là il a perdu, en tout cas lui Macron il a perdu le Niger. Je ne pense pas, peut-être un autre président s'il vient, il peut peut-être revoir les choses, mais avec Macron c'est fini. Parce que tu ne peux pas venir parler comme si tu parles à tes enfants. Mais les temps sont révolus. On est un pays souverain. Quand les choses se passent, et surtout l'erreur qu'il a commis, c'est qu'il a fait au niveau du Tchad. Et c'est ça qui a fait qu'au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, les gens ne respectent pas la France. Et l'acte-là du Tchad a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens sont déterminés à finir avec la France, parce qu'ils ont compris l'hypocrisie totale. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec la technologie, la moindre chose qui se passe quelque part au coin du monde, tout le monde est au courant. Avant, il n'y avait pas cette technologie, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas. Donc les choses se passent entre les chefs d'État. On manipule nos chefs d'État comme ils veulent. Et aujourd'hui, avec la génération consciente, les gens sont au courant de tout. Donc on ne peut plus manipuler les gens. On ne peut plus manipuler. Donc au lieu de prendre le temps de voir la situation, comment ça va évoluer au Niger, tout de suite il a pris position. Et aujourd'hui, l'ambassadeur, il est un simple papier à Niamey. Même avant-hier, il y a une pick-up qui est rentrée dans l'ambassade en sortant. Les policiers l'ont contrôlé. Et ils ont trouvé des tenues militaires avec l'emblème de Burkina Faso. Vous voyez un peu.
Donc quelque part, ce qu'on dit que c'est la France qui finance, c'est la France qui a amené ces terroristes-là dans ces 3 frontières-là. C'est la preuve. Parce qu'on les a pris avant-hier ou c'était hier, avec des tenues militaires du Burkina. Qu'est-ce que les tenues burkinabés fait dans l'ambassade française? Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, ils sont en train de négocier pour pouvoir partir, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que de partir. Il y a une rupture diplomatique. L'ambassadeur français a émis une fin de non-recevoir. Donc, on sait très bien que les règles diplomatiques sont bien établies. Donc, on sait très bien que les règles diplomatiques sont bien établies. Oh oui, la rupture, elle est consacrée, je pense, depuis la fourberie de Macron sur le continent africain. Quand il est arrivé au Burkina, il a traité le président, non pas comparé, l'autre là comme Kaboré, de réparateur de climatiseurs. Tu viens dans mon pays, je t'accueille, je t'héberge, je te mets bien. Et toi, dans mes universités, tu viens dire, votre président, vous n'avez pas un président, vous avez besoin d'un réparateur de climatiseurs. C'est lui, si vous avez très chaud, c'est parce que c'est gâté, c'est lui. Il faut plutôt regarder. Donc Macron, à ce niveau-là, et avec une condescendance à nul autre pareil, c'est à ce moment-là que la jeunesse africaine, j'ai pas envie de dire la génération consciente, parce que même nos parents étaient conscients par rapport à leur époque. Et donc cette génération africaine de maintenant là, ils ont regardé les agissements de Macron avec les nouvelles technologies et regardé comment ça se fait ailleurs, comment d'autres peuples traitent la France et quand ça se passe, les mêmes comportements que Macron essaye de reproduire sur le continent africain, comment ça se traite par exemple avec la Turquie, ils regardent, c'est des tic au tac. Et donc on a pris conscience de ça, que on peut confronter la France parce qu'on était dans un puits qu'on ne pouvait pas considérer que la France peut recevoir des coups. La France ne pouvait que donner des coups. Et donc, quand on regarde le président Macron arriver sur le continent africain, il fait ce qu'il a fait là. L'Africain était toujours resté là, sans réagir, passible. Il considère que non, il va prendre conscience de ce qu'il fait de mal sur le continent africain. C'est à lui de prendre conscience. Je ne vais rien faire. Mais sauf que la niaque, que la diaspora, l'alliance entre la diaspora et les populations qui vivent sur le territoire africain a permis de faire émerger une certaine riposte alors à l'endroit de la France. Et rendu au Niger, la rupture elle est consacrée pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. C'est consacré, il n'y a même plus à débattre dessus, c'est consacré. Parce que je ne sais pas quel économiste aujourd'hui va venir nous dire que le franc CFA est une bonne monnaie. Qui va encore venir nous raconter cette bêtise-là? Qui? Et donc même la collaboration entre les militaires, le partage d'expérience. La France a partagé quelle expérience? La seule expérience qu'ils ont partagée, c'est comment organiser les coups d'État avec les généraux Oligui qui ont fait leur formation à Saint-Cyr. C'est peut-être les formations là qu'ils donnent à nos militaires. Regardez le président aujourd'hui, Ibrahim Traoré, du Mali, du Niger, ils essayent de diversifier les formations de leurs militaires pour confronter diverses idéologies qui peuvent se rencontrer dans l'armée et produire une idéologie nationale de sécurité. La France nous donnait quoi? Elle vous dit, je vais venir vous aider avec du matériel militaire, c'est 5 fusils. 5 fusils. 3 pare-balles, on médiatise ça comme si la France vient apporter quelque chose. Pourtant, le terrorisme fait rage. Il faut voir les avions qu'on largue pour les terroristes, dans les engins militaires qu'on largue pour les terroristes pour venir décimer, pour venir déstabiliser les armées africaines. Et donc, la rupture, elle est consacrée. Il y a les vidéos qui ont circulé qui montrent comment la France pille l'or africain au niveau de la Centrafrique. La rupture est consacrée aussi au niveau de la Centrafrique. La rupture va être consacrée au niveau du Gabon. Quand ils vont se rendre compte que le général Oligui a reçu son parrain, la France, pour continuer, pour faire la continuation, même les petites bribes de revendications que le président Ali Bongo aurait pu déjà mettre en place, il va revoir ça pour redonner la France à la compétition.
Mais je pense que la population gabonaise va comprendre que non, ce gars, c'est un vrai... Il a dit que le militaire ne fait pas la politique, il est dans la méthode stratégique. Et donc je considère que ce qu'il dit là, dans sa méthodologie stratégique, ça veut dire qu'il ne divulgue pas toutes ses cartes. Et donc on va l'analyser au fur et à mesure que le temps passe. Mais sauf que les cartes qu'il nous présente nous permettent de lire d'ici 5 ans où est-ce qu'il va nous amener dans la bouche du crocodile français. Justement pour ça que je demandais s'il n'allait pas changer de trajectoire, le peuple n'allait pas l'amener à changer de trajectoire dans le futur. C'est une très belle question parce que comparativement avec le général Tchani qui est au niveau du Niger, lui aussi il a grandi avec Issoufou, le président Issoufou, il a grandi avec Bazoum, et donc on peut considérer qu'il est de la famille là. Mais regardez l'orientation qu'il a pris quand il a accédé à la magistrature suprême. Il a nationalisé l'uranium nigérien, il a nationalisé. Le général Origi, il a fait quoi? Il a fait la fête. Il a fait la fête. Il a dansé. Il a dit qu'il va raffermir, il va même raffermir les relations avec la communauté internationale. Et donc, quel est ce discours qui est en déphasage avec les revendications de souveraineté des populations du continent, mais qui conforte l'idéologie dominatrice de l'Occident sur le continent africain? Parce qu'il n'a pas envie de voir sa population s'émanciper de ce que lui aussi il a pillé pendant qu'il était au service avec la famille Bongo, probablement. Et donc, c'est véritablement deux horizons fondamentalement opposés avec ce qui se passe avec le général Tchani. On peut pas faire la comparaison. Non, il n'y a pas de possibilité de comparaison. La rupture est consacrée au niveau du Niger. La rupture est consacrée au niveau du Mali. La rupture est consacrée au niveau du Burkina Faso. La rupture est consacrée même au Cameroun. La France va faire comment? Même au Tchad, là, bientôt, ça va partir. Donc la France va faire comment? Même si elle fait le coup d'État et réussit son coup d'État qu'elle est en train de vouloir réussir au niveau du Gabon, là, ils vont se déployer comment? Parce que j'ai regardé encore une émission que TF1, une chaîne concurrente à la vôtre, a essayé de poser comme question. Pourquoi ce sentiment d'inamicalité envers la France sur le continent africain? Et moi, dans mes balades numériques, je leur dis que c'est du fait d'un simple copinage incestueux avec les oligarques qui nous gouvernent. Vous êtes allés vous accoquiner avec ces oligarques-là par le biais de la corruption, des grandes loges, et vous êtes venus nous imposer cela, et nous on trinque juste la misère. Et partant, quand on se rend compte que il y a beaucoup d'argent en Afrique, hein. Il y a beaucoup d'argent. Et pourquoi est-ce qu'on souffre quand il y a beaucoup d'argent comme ça? Vous venez nous demander pourquoi est-ce qu'on est inamical, c'est pas possible. Prenez vos oligarques, vous partez avec eux, vous nous laissez notre argent, on développe l'Afrique. Et donc la rupture est consacrée. Si vous regardez, vous parcourez les commentaires des médias français, quand ils consacrent une émission sur le continent africain, je me demande si même ils doivent continuer à produire des émissions sur le continent africain. Et donc c'est consacré la rupture. Il faille maintenant que nos idéologues arrivent à conforter leur idéologie avec les aspirations du peuple pour construire une identité nationale africaine qui me permet de dire aujourd'hui qu'elle n'est plus loin d'arriver, en ce sens que il y a des médias comme le vôtre qui donnent la voix à ces idéologues-là pour porter, n'est-ce pas, les aspirations d'un peuple qui se veut souverain et libre. 8e coup d'État en 2 ans, la France a-t-elle la légitimité d'adopter un comportement dictatorial sur le territoire nigérien? C'est ce que la France n'a pas compris. Ce qui s'est passé pendant les indépendances, où la France décide de tout. Et aujourd'hui, le monde a changé, le monde est devenu comme un village. Donc, malheureusement, ils n'ont pas compris, ils ont pris une position ferme et qui a poussé le peuple nigérien à être bloc soudé derrière les militaires. Donc aujourd'hui, nous tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'ils prennent le temps de réparer tous les dégâts qu'il y a eu dans le pays. Parce que le pouvoir dessus, là, ils ont saigné le pays. Quand je dis saigner, c'est vraiment saigner. Ils ont fait un dégât dans ce pays-là.
Donc aujourd'hui au Niger, les gens ne parlent même pas du temps, quel temps il faut donner aux militaires pour la transition, machin, non. S'il leur faut 10 ans pour réparer les dégâts, les gens sont partants. On les laisse 10 ans, ils vont travailler. Parce que quand il faut un changement, il faut le faire dans le profond. Pas juste venir quelques mois et même 2 ans dire voilà, on organise des élections et c'est le même politicien qui vient. Donc on retourne dans la case de départ. C'est pour ça au Niger, les gens sont déterminés à laisser le pouvoir travailler, les militaires là, les travailler, les accompagner. Est-ce que ça ne sera pas un pouvoir mixte, civil et militaire? Oui, oui, oui. Déjà vous avez vu, on a mis un premier ministre civil. Dans le gouvernement, c'est les militaires et les civils. Et le peuple est là derrière. Donc on suit. Maintenant au Niger, il y a eu des détournements, il y a eu plein de scandales. Le peuple demande réparation, il demande justice. Maintenant, tous les prisonniers politiques, avant-hier, le président Tchani a ordonné de libérer tout le monde. Au Niger, on est arrivé au point où vous n'avez même pas le droit de manifester. Pour manifester au Niger, mais vous allez en prison. Je vous assure, l'histoire de Charlie Hebdo qui s'est passée en France, là, où certains pays, certains dirigeants africains sont venus manifester en France pour apporter leur soutien. Mais au Niger, il y a une partie de la population qui n'était pas du tout d'accord. Ils ont manifesté pour montrer, mais pourquoi lui, le président, il va aller manifester en France parce qu'il y a eu l'histoire de Charlie Hebdo, on a tué quelques personnes, alors que au Niger, tous les jours on tue le militaire, tous les jours on tue des civils. Mais la France ne s'est jamais soucié de ça. Et les gens ont trouvé, non, c'est rabaisser, toi, un chef d'État, aller, parce qu'il y a eu un attentat, c'est rabaisser à aller manifester. Mais est-ce que vous savez que les gens qui ont manifesté, c'est avant-hier qu'on les a libérés? Alors que ça s'est passé... oui, non, il y a plusieurs années. C'est dans le premier mandat du Souffle, il y a eu cette histoire de Charlie Hebdo. Mais c'est avant-hier qu'on a libéré des gens. Juste parce qu'ils ont manifesté. Pourquoi? Pour vous dire qu'au Niger, aller manifester au Niger, c'est devenu quasi impossible. Donc le peuple a été étouffé. Étouffé. Donc l'arrivée de ce coup d'État, ça a été un ouf de soulagement pour tout le monde. Et avec le temps, on est en train de voir le dégât qu'ils ont fait. Et ça ne fait que donner la motivation à fond au peuple nigérien derrière ce militaire-là. Monsieur Toga, la France, 8e coup d'État en 2 ans en Afrique, est-ce que la France a la légitimité d'avoir un comportement dictatorial? On se souvient des événements du Tchad également. Ouais, je constate que vous avez la peur de rapporter les propos du président Macron en parlant d'épidémie de coups d'État sur le continent africain. Mais non, je considère que, oui, à ce moment-là, il fait un bon constat. C'est une épidémie de coups d'État, mais la nature de ces coups d'État nous conforte dans l'acceptation de ces coups d'État-là parce qu'elle permet de nous débarrasser d'un diable sur le continent africain. Cette France-là, c'est un véritable diable. Je ne peux pas comprendre que mon père a grandi avec cette monnaie qu'on refuse de nous débarrasser, là, ce franc CFA-là. Il était fonctionnaire, il n'a pas laissé de grands biens, mais il était fonctionnaire, il a travaillé. On est venu avec la dévaluation, des salaires, tout ce que vous avez voulu, par le biais de qui? De la France, qui devait garantir quoi? Renflouer les caisses et tout, elle n'a pas fait. Donc c'est un véritable diable ce pays-là. Et si aujourd'hui les coups d'État permettent à ce qu'on se débarrasse de cette pieuvre-là, je ne peux que dire que M. Macron a fait un très bon constat. Un très très bon constat. Et donc je ne peux que le féliciter. Et puis bienvenue la continuation des coups d'État qui permettent la souveraineté sur le continent africain, et le développement qui va s'en suivre ne peut que permettre l'émancipation des populations. Pour finir, les coups d'État en Afrique, pour quelle finalité? Qui est le prochain sur la liste?
pas mal de pays dont, en tout cas moi personnellement, je me dis d'un jour à l'autre, ça va venir. Parce que le coup d'État du Gabon, moi, ça m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas du tout à un coup d'État au Gabon. Là où on me dit il va avoir le prochain sur la liste, ça ne peut être que la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Il ne faut pas exclure le Nigeria aussi, c'est un pays habitué de coup d'État. Ben, quand vous prenez au niveau du Bénin, ben, l'opposition est étouffée au Bénin. Talon, de la manière ils traitent l'opposition au Bénin, les gens sont étouffés. Quand vous prenez le Togo, ben, là-bas aussi c'est du père au fils, au Bénin. Ouattara, il a fait son coup d'État constitutionnel, il a modifié, il a fait le 3e mandat. Ben, pourtant, la France n'a pas condamné, on l'a laissé faire. Donc, et à côté de nous, au Niger, il y a le Tchad. Ça bouillonne au Tchad. Ça bouillonne, peut-être le prochain pays c'est le Tchad. Ça va exploser là-bas, ça bouillonne. Parce que même hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, un militaire français a tiré sur un Tchadien, sur un militaire tchadien. Donc ça boue là-bas. Maintenant, comment ça va se passer? Ce qui est sûr, c'est pas fini. C'est une révolution de coup d'État en Afrique et ça va continuer. Au Sénégal, Macky, il a quelques mois ou un an, il va finir son mandat. Mais la façon dont Macky est en train d'organiser ou voire organiser les élections, mais ça va péter aussi là-bas. Parce que l'opposant qui le dérange, ils ont monté de toutes pièces jusqu'à réussir aujourd'hui à le mettre en prison. Mais maintenant, je suis sûr et certain que ça ne va pas rester comme ça au Sénégal. Parce que pour lui, le but c'est d'arriver à le boucler, à avoir un dossier au niveau de la justice et le mettre hors jeu. Et je ne pense pas si ça va se passer comme ça. Je ne pense pas. Donc pour vous dire vraiment que le coup d'État continue, et vraiment si c'est des gens qui viennent pour apporter un changement, nous on ne fait que les applaudir. Parce qu'on veut un changement, et surtout nous qui avons eu la chance de quitter le pays, on est un peu à l'étranger, donc on peut se dire on est de la diaspora, donc on veut vraiment que nos pays africains changent, qu'il y ait du changement en Afrique, parce qu'on a tout pour réussir. Seulement c'est de la malgouvernance qui a mis l'Afrique en retard. On veut vraiment que les choses changent. Parce que l'Afrique, comme mon frère l'a dit, mais le franc CFA là, tant qu'on ne sort pas dans le système de franc CFA, on ne va jamais se développer. Jamais. Donc, aujourd'hui, on voit bien dans la vision de nos 3 leaders en Afrique, là, le Mali, le Niger et le Burkina, bientôt, c'est sûr et certain, ils vont quitter la CEDEAO, ils vont créer leur monnaie, et à partir de là, peut-être ça va être un déclin pour beaucoup de pays pour laisser tomber cette histoire de CEDEAO et de franc CFA et rejoindre un nouveau groupe qui va émerger dans la région. C'est le Centrafrique qui a donné, si vous vous rappelez, c'est le Centrafrique, le premier pays qui a pris conscience que vraiment avec la France ça ne va pas, c'est le Centrafrique. Mais quand les Centrafricains ont décidé de prendre les choses en main, bah, on les a dit, ils ont appelé Wagner, ils ont si ceci, machin, machin. Mais aujourd'hui, le Centrafrique, mais ça va. Ça va, il y a moins d'attaques au Centrafrique. Avant, c'est tout le temps des attaques, des anti-Balaka, de ceci, de ce machin, des groupes qu'on monte de gauche à droite pour tuer les gens, rien que pour diviser et pour bien régner. Parce que c'est ça la politique des Français, diviser les gens et bien régner. Mais aujourd'hui, au Centrafrique, ils ont compris. Mais on ne parle plus de Centrafrique. Avant, c'est vraiment la guerre, c'est la misère, c'est tout le temps des attaques. Mais aujourd'hui, le Sahel, je vous assure, je vous donne 1 an, 2 ans, voire 3 ans, le terrorisme là, on va finir avec ça au Sahel. Parce que la source du terrorisme, c'est la France. Et une fois qu'on arrive à le faire partir du Niger, ils vont partir du Tchad, mais le terrorisme, c'est fini. On va finir avec le terrorisme.
Voilà, M. Etogab, les coups d'État en Afrique, pour quelle finalité? Qui est le prochain sur la liste? C'est une question un peu drôle et dramatique en même temps. Parce que quand vous regardez les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde, même les médias français, se sont aventurés sur la question. Et vous ne devinerez pas le pays qu'ils ont à l'horizon. Il s'agit du Cameroun, parlant du président Paul Biya. Sans vouloir être son défenseur, je suis d'abord un citoyen camerounais. Et j'aimerais, si vous permettez, répondre à ces individus français-là qui considèrent que le coup d'État doit arriver au Cameroun. Et la simple question, c'est comment? Parce que nous avons, je pense que le président, que ce soit Idio ou le président Paul Biya, ils ont travaillé à construire une idéologie militaire, une idéologie au sein de l'armée qui place, n'est-ce pas, le militaire au service de l'État. Or, la configuration, je n'ai pas envie de dire que ce n'est pas la même chose dans les autres pays, mais quand vous regardez au Gabon, ce format Saint-Cyr, ça produit les Origi. Nous, nos militaires vont en Russie, en Chine, au Brésil, un peu partout. Et quand ils reviennent, ils font un brainstorming. À l'heure où je vous parle, là, il y a les forces spéciales camerounaises qui sont en activité au niveau de l'Égypte pour une formation. Et donc, il y a une diversification de collaboration. Le militaire est en activité. Quand vous avez des militaires qui ne sont pas en activité, ils réfléchissent à vous produire des coups d'État comme ce qu'on a au Gabon, là, que c'est à 4 h du matin que lui, il peut vérifier les élections. Quelle est d'abord même l'institution qui délivre les élections à 4 h du matin? Comment ça se fait? Comment à 4 h du matin, 4 h, 6 h, vous délivrez les élections quand les gens dorment? vous faites ça comment? Donc ces journalistes-là, ils considèrent que le coup d'État va venir au Cameroun, mais je me demande comment ils arrivent à faire cette alchimie intellectuelle-là pour arriver à considérer que ce coup d'État pourrait arriver au Cameroun, mais non. Ils se trompent lamentablement. Le Cameroun est loin de cette histoire-là. Nous, on attend nos élections en 2025 et le président lui l'a dit. Si en 2025 il n'est pas candidat, il retourne au village tranquillement. Donc je ne sais pas pourquoi on va aller bousculer un père de 90 ans qui ne demande qu'on l'accompagne vers tout ce qu'il a bâti pour ce pays-là et que son successeur vienne dans la continuation. L'administration, ce n'est que la continuation. Donc l'autre va venir juste continuer, améliorer, aménager ce qui n'a pas été. Pourquoi on veut nous enfoncer dans quelque chose qui ne nous concerne pas? Et donc la France a encore échoué. C'est d'où la question fondamentale. Est-ce que Macron veut un troisième mandat qui lui permettrait de chasser les présidents par des coups d'État sur le continent africain? D'installer l'épidémie, comme il a dit. Effectivement. Et donc, sa réunion avec les opposants français, vous avez souvenance qu'il est en train de critiquer le double mandat. Il est en train de critiquer que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Notre président, il a compris ça longtemps. Il a dit renouvelable N fois. Donc on n'a pas de problème que tu te présentes aux élections 2 fois et puis tu fous le camp. Nous, c'est N fois. Mais moi, je dis Macron est en train de dire que lui, il veut un troisième mandat. Parce qu'il se rend compte que ça 10 ans d'exercice de pouvoir, tu n'exerces pas véritablement. Parce que tu gères, tu es en confrontation tout le temps, tu ne mets pas en réalité ta politique. Et donc, lui, sa politique, c'était venir chasser les présidents africains. Il est en train d'échouer. Comment se fait-il qu'il y a 1 an, 2 ans, c'était des dictateurs parce qu'ils avaient X temps au pouvoir et aujourd'hui, le président Macron veut installer une dictature en France, si on peut appeler ça ainsi. Il a compris que la dictature démocratique est quelque chose de bien pour ce nouveau monde. La dictature démocratique, je me répète à dessein, parce que quand on voyait un Talon, le président Talon, il est venu au pouvoir en tant que démocrate, mais sauf que l'exercice du pouvoir l'a rendu dictateur. Et donc il est dictateur, mais démocratique en même temps. Et le président Macron a dit qu'il est jupitérien à son premier mandat et vulcain à son second mandat. Et donc tout ce mélange des genres-là montre que lui aussi il est dans
dans la quête de l'exercice du pouvoir ad vitam aeternam, mais dont la France n'est pas exempte de l'exercice du pouvoir comme ce qui se fait sur le continent africain. Mais c'est à quelle finalité, quand vous posez la question par rapport à la finalité des coups d'État, moi je pense tout simplement que la finalité des coups d'État, s'ils apportent quelque chose de bien pour l'émancipation en termes de souveraineté des peuples, c'est quelque chose à saluer. On ne peut pas insulter quelque chose qui vient te libérer. C'est pas possible. Et donc, les coups d'État, si c'est en faveur de la France, il faut critiquer. Par exemple, comme ce qui s'est fait au Gabon, il faut critiquer ce genre de coups d'État parce que ça n'apporte rien de bon. Ça n'apporte rien de bon. Il ne met pas à la lumière les questions existentielles de l'existence de la République gabonaise. Donc, c'est un coup d'État qui, ma foi, d'ici un an, on va comprendre. D'abord, on attend le timing de la transition. Il a dit que c'est les opposants qui doivent décider. Vous voyez un malin. Ça, c'est pas un militaire, c'est un malin, c'est un politicien. Et donc, il dit que c'est les opposants qui doivent décider de la transition. Donc, quand on va lui dire, c'était une conférence, il dit, vous me demandez les routes. Et après, vous me dites de faire la transition en un an. Comment vous voulez que je construise les routes? Donc, il est en train de préparer le mindset du Gabonais pour lui faire comprendre que je suis ici pour durer. Je suis ici pour durer. Donc, faites tout ce que vous faites là. Mais sauf que moi, je suis assis ici, c'est pour durer. Et donc, préparez-vous. Donc, si c'est ce genre de coup d'État, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut des coups d'État comme ce qui s'est fait au Niger, au Burkina, au Mali. On veut des coups d'État qui posent des questions essentielles. La nationalisation de l'uranium nigérien est un acte fort qui interpelle l'ensemble des chefs d'État sur le continent africain qui hébergent des matières premières au service de l'Hexagone, au détriment de leur propre population. Et donc, ma foi, si un coup d'État doit se présenter sous peu là, je pense que la République française est bien placée pour recevoir ce coup d'État. Des coups d'État salvateurs, c'est ici que s'achève cette émission de géopolitique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.